24 octobre 2017 et ce propos que je voudrais développer et je ne l'ai pas inscrit sur le petit papier, mais à quel point une langue est-elle toujours une langue étrangère? À quel point une langue est-elle une langue étrangère? J'ai pensé à cela parce que j'ai lu dernièrement que le fait de prendre un peu d'alcool, ça aide à mieux parler les langues étrangères. C'est peut-être vrai quand nous voyons à quel point parler le français reste euh, assez, non pas pénible, mais il reste soumis à des variations. Là, tout à l'heure, donc j'ai parlé, j'ai entrepris des propos, et au niveau du troisième propos, ma langue était plus assurée. Mais il arrive que ce n'est pas une langue qui est là à disposition en permanence. Donc elle peut bien se refuser, et au niveau de l'accent, on peut retrouver, rien qu'au niveau de l'accent, on peut d'une certaine façon se retrouver avec des défaillances, non pas, comment dire, ce n'est pas uniquement au niveau de l'accent, la façon de parler, c'est au niveau de, je sais pas, la familiarité avec cet idiome. Euh, il y a, pour essayer un petit peu de cerner le problème, il y a toujours, comment dire, une sorte, cette langue, il peut toujours s'agir d'une sorte de performance. C'est comme si on performait, on faisait preuve, on faisait un effort pour faire quelque chose de fort, d'inhabituel. À quel point, à quel moment cette langue devient une langue naturelle qu'on parlerait sans hésitation, sans réflexion, sans... comment dire, on parlerait comme la langue maternelle, comme on dit, on parlerait sans qu'il y ait quoi que ce soit qui freinerait notre élocution. Et les mots viendraient naturellement, de façon, comment dire, de façon enchaînée, qu'il y ait un enchaînement, qu'il y ait une facilité, qu'il y ait quelque chose de l'ordre un peu, ça doit couler ça doit couler de, comment dire, sans effort, et les choses viendraient de façon non pas linéaire, mais viendraient de façon un mot et entraînant l'autre, et de façon sans qu'il y ait la moindre petite marque d'hésitation. Je reviens sur le mot hésitation parce que c'est ce qui marque aussi le propos. Celui qui n'est pas habitué à cette hésitation va tout de suite la remarquer. Et donc il y a comme une... malgré plus de 40 ans de voisinage, il y a ces trucs. Donc, à quel point cela indique aussi comment dire, celui dans la langue française et la langue mère ne remarque pas cela. Ou alors, quand il le remarque, il vous ramène au comment dire, comment dire, il se permet, certains se permettent de dire, vous parlez bien le français, et à la rigueur, s'il veut vraiment, il veut parler mieux les français que certains français, ou alors. Ah, vous avez de l'accent, un coup vous avez de l'accent, un coup vous n'avez pas d'accent. Mais justement, c'est ça le problème. Il y a, comme tout à l'heure j'avais parlé de l'accent, il y a des variations. Il y a des moments où on a plus l'accent que d'autres. Et puis, il y a des gens qui surentendent
De toute façon, ils entendent un accent là où il est vraiment presque imperceptible. Et comment faire pour ne pas avoir d'accent? D'un côté, il y a l'accent supposé ou réel, et puis d'un autre côté, il y a euh, comment dire, il y a la sortie des mots. Le fait que les mots viennent sans presque naturellement, qui paraissent venir sans effort. Voilà un peu à quel point cette langue, mais le propos le plus essentiel n'est pas là. Le propos à quel moment vous pouvez très bien vous revendiquer d'une langue, il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire cette langue est la mienne, elle m'appartient, elle m'habite, elle me permet de voir le monde, de visualiser le monde, de parler du monde, de réfléchir sur le monde. Elle me permet d'exprimer des choses que je ne pourrais pas exprimer autrement, etc. Qu'elle pouvait tout revendiquer, mais l'autre en face, il peut très bien vous dire non. C'est ta deuxième langue. Ce n'est pas ta première langue, c'est ta deuxième langue. C'est une langue d'acquisition. C'est une langue si elle t'appartient, mais moi je suis celui à qui elle appartient en premier. Toi tu viens en second. Une hiérarchisation dans le rapport à cette appropriation de la langue. Et puis voilà, donc finalement, c'était nous, dans un rapport à cette langue en particulier, dite française, et nous sommes, d'une certaine façon, nous avons pour tâche de prendre la place de nos pères, de nos aïeux, parce qu'ils n'ont pas eu cette capacité de s'adresser aux Français, à l'Européen, et de pouvoir le comprendre, et de pouvoir lui répondre à part quelques mots qui sûrement ne suffisaient pas à instaurer une relation d'égalité. C'est ça notre but, et d'une autre façon, notre mission, c'est d'arriver à être dans un rapport d'égalité. Évidemment, ça passe par le fait de parler la langue du français. C'est évident que l'inverse, il n'y a pas d'équivalence. Normalement, rapport d'égalité, ça serait que l'un parlerait la langue de l'autre et vice-versa, et donc on serait dans une égalité parfaite. Là, non, c'est uniquement moi qui parle la langue de l'autre, mais qui essaie de la parler de façon la plus normale possible pour dire à l'autre, si mes parents n'ont pas pu, c'est parce que ils pouvaient le faire, mais ça s'est pas fait. Ils avaient le potentiel de le faire. D'ailleurs, moi, je suis la preuve que ce potentiel, nous l'avons en tant que groupe. Et voilà, la preuve, c'est que moi, je peux être compris de toi et je peux te comprendre. Tu ne peux rien me cacher, tu ne peux pas te réfugier derrière des mots que je ne peux comprendre, expression ou autre. Je peux te comprendre, je comprends l'esprit de ta langue, je comprends ton humour, je comprends tes images, je comprends ton histoire, l'histoire de ta langue, ton rapport à cette langue, la fierté dont que tu en retires, comment dire, la supériorité, que tu as ta volonté à la défendre et à vouloir la rendre, je ne sais pas quoi, plus méritant plus que d'autres langues. D'une certaine façon, cette langue exprime ton identité, exprime ta spécificité, et tu veux pas, tu veux en aucune manière y renoncer, parce que perdre ta langue serait perdre ce qui te fait singulier dans le monde. Et donc à quel point une langue qu'on parle quotidiennement ou pas, moi je la parle uniquement quand je prends quand j'enregistre, et donc quoi qu'il en soit, à quel moment elle devient une langue à soi, et qu'elle ne soit pas dans une position
de deuxième ou autre langue, mais qu'elle soit la langue. C'est comme, comment dire, avoir deux yeux et avec les deux yeux on peut voir les choses et être privé d'un œil signifie qu'on est un peu en déficience et ces deux langues contribueraient de la même façon la langue mère et la langue l'autre langue contribuerait à mieux voir le monde, à mieux percevoir les choses, à mieux exprimer les choses, à mieux avoir, entretenir ou avoir ou initier un rapport satisfaisant avec le monde. Et donc à quel point, à quel moment, jusqu'à quel point nous serons-nous toujours maintenus dans cette extériorité? Parce que nous sommes d'une certaine façon étrangers, nous sommes invités dans cette langue. Nous serions toujours considérés comme ceux qui sont arrivés et qui, d'une certaine façon, ils sont dans cette langue un peu par le hasard de l'histoire. D'une certaine façon, le Maroc aurait été occupé par l'Allemagne, nous aurions parlé allemand. Le Maroc aurait été occupé par l'Espagne, nous aurions parlé castillan et ainsi de suite. Donc c'est uniquement un hasard de l'histoire, un hasard presque arbitraire, le domaine de l'arbitraire. Il y a c'est l'intérêt d'avoir deux langues, c'est peut-être un peu se perdre, ne pas savoir comment dire les choses de façon unifiée, de façon dans sa tête, il y a une confusion. Certainement, il y a quelque chose de l'ordre de la confusion, de l'ordre de l'indéfinition. Mais c'est comme ça. Et donc, finalement, avoir deux langues ou trois langues, c'est vrai, ça permet à un moment donné de pouvoir un peu jouer à celui, comment dire, qui habite dans un pays, mais va aussi faire un séjour dans un autre pays, qui est tout à fait différent, avec des mœurs, avec des habitudes différentes. Et quand il a la libre jouissance, il peut circuler d'un pays à l'autre. Un coup, il a envie de séjourner dans l'un, il y va, etc. Et donc, à un moment donné, on a envie de s'exprimer dans l'arabe dialectal, on le fait, parce que cela nous paraît beaucoup plus indiqué pour exprimer quelque chose. Et puis, on peut le faire dans l'arabe littéral, et c'est aussi différent et aussi bien. Et on peut le faire dans le français le plus banal, et c'est aussi bien. C'est pas le français du Moyen-Âge, c'est pas le français, je ne sais pas, académique, c'est le français ordinaire, tout ce qui est le plus ordinaire, compréhensible de tous. Et donc, voilà à quel point, à quel moment, jusqu'à quel moment nous allons rester étrangers, à tous les sens du terme. Voilà un peu un propos juste pour ne pas, pour continuer à tenir à des propos. Il y a aussi un côté à faire, volonté de faire du quantitatif, mais il y a juste avant de finir quelque chose qui est de l'ordre de la... On se rend compte à quel point cette chose-là est remarquable, c'est que nous avons une certaine quantité de mots que nous utilisons. Il y a des mots que nous qu'on n'utilisons jamais et qu'on entend les autres les prononcer. Évidemment, tout ça est le résultat d'une histoire. Quand j'entends le mot Ordali, c'est vrai que ça ne fait pas partie, la parousie ça peut faire partie, mais l'Ordali ça ne fait pas partie de mon lexique habituel. Et il y a d'une certaine façon, personne ne maîtrise une langue de façon totale parce que tout dépend de l'environnement, tout dépend dans le lieu où il a reçu sa formation et après de la profession qu'il va exercer, etc. Et ces choses-là font qu'il va plus se saisir d'un ensemble de mots et plus que d'un autre, et à part
les linguistes, les lexicologues, etc. Peut-être il faut là aussi, de nouveau, on voit que la chose est un peu plus complexe, que le lien, il est essentiel à faire avec le latin, il est essentiel à faire avec le grec, il est le grec ancien, il est essentiel à faire avec l'arabe, il est peut-être aussi un peu à faire avec le syriaque, etc., etc., et peut-être aussi à faire avec les langues, les autres, les langues indo-européennes, toutes ces il n'y a une langue, nous la croyons à un moment donné un peu comme existante par elle-même, comme si elle avait cette forme depuis toujours. Or, une langue est quelque chose de très ouvert et d'où quelque part se revendiquer d'une langue et s'estimer le seul possesseur, le seul maître de cette langue est une vue de l'esprit, est une supercherie puisque c'est une langue bien sûr qui est dominante dans un lieu, mais elle n'est pas fermée aux échanges, elle n'est pas fermée aux influences et qui dit et c'est une circulation d'un lieu à un autre, une langue empreinte, une langue prête, là aussi. Et voilà, c'est la langue, c'est le lieu de la circulation de toutes sortes de choses. Donc pour finir sur le propos, sans avoir à le développer, parce que peut-être j'en ai pas la capacité, mais voilà, donc c'est le lieu de la circulation, le lieu de l'échange, et voilà une bonne fin.